Aux confins septentrionaux du monde, où le vent hurle sur un désert cristallin, le temps ne se mesure pas en heures, mais au rythme de l'instinct. Ici, l'Arctique n'est pas qu'un lieu, c'est un défi perpétuel, une frontière de glace et de résilience qui exige de ses habitants une détermination sans faille pour survivre. Tandis que le soleil commence à reconquérir l'horizon après des mois d'obscurité, un mécanisme ancestral s'éveille chez les grands voyageurs du Nord. L'horloge biologique tourne. Si vous souhaitez nous accompagner dans ce voyage aux confins de la Terre et découvrir comment la vie s'accroche à la glace, abonnez-vous à notre chaîne. Ne laissez pas ces histoires se perdre dans la tempête. Rejoignez notre expédition dès aujourd'hui, le caribou, infatigable nomade de la toundra. À mesure que l'hiver relâche son emprise sur la taïga, la forêt boréale devient le point de départ d'une des odyssées les plus extraordinaires du règne animal. Des milliers d'individus, poussés par un instinct génétique irrésistible, entreprennent un voyage de plus de 5000 km vers les hautes terres du Nunavut. Leur anatomie est un chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive, conçu pour un mouvement constant. Leurs sabots larges et concaves leur servent de raquettes naturelles en hiver et de puissantes pagaies pour traverser les rivières glacées qui sillonnent le paysage au printemps. Chaque pas produit un cliquetis caractéristique, le bruit d'un tendon glissant sur l'os du sabot, un signal acoustique qui permet au troupeau de rester uni même au cœur de violentes tempêtes de neige. L'objectif de cette migration épique est d'atteindre la sécurité de la toundra ouverte, où les prédateurs sont plus faciles à repérer. C'est là que les femelles doivent admettre bas. Cependant, l'horloge biologique dont nous parlions est devenue un ennemi redoutable. Le réchauffement climatique perturbe le cycle de dégel. Si les mères arrivent trop tard, les bourgeons riches en nutriments dont elles ont besoin pour produire du lait auront déjà dépassé leur pleine maturité, laissant les petits dans un état d'extrême vulnérabilité. Malgré leur épuisement, le repos leur est impossible. Les caribous doivent traverser des chaînes de montagnes et échapper aux loups, migrant sans cesse vers le nord, vers ce lieu où la vie, contre toute attente, renaît. Mais tandis que ces nomades s'appuient sur la solidité de la terre et de la mousse, d'autres habitants de ce royaume blanc contemplent l'océan, où la disparition du sol ferme redéfinit les règles de la chasse et de l'existence. Dans le sillage des caribous épuisés, là où flotte dans l'air glacial l'odeur de la fatigue, des ombres se dessinent, dictant l'équilibre de la toundra. Le destin de ces grands migrateurs est inextricablement lié à la ruse de ceux qui les traquent sur leurs flancs, transformant leur périple en une partie d'échec mortel. Le loup gris, stratège des plaines arctiques. Tandis que le troupeau de caribous avance sous l'impulsion de la naissance, le loup gris agit avec la discipline de la faim et la patience. Il n'est pas un simple poursuivant. Il analyse les faiblesses. Doté d'une endurance physique lui permettant de trotter des heures durant sans montrer le moindre signe de fatigue, ce prédateur exerce une pression psychologique constante sur les rangs des caribous. Leur structure sociale est leur arme la plus redoutable. Une meute de loups gris forme une unité tactique parfaitement coordonnée, où chaque individu connaît son rôle. Ils exploitent le terrain à leur avantage, tirant parti des sols gelés et accidentés ou des passages étroits entre les rochers pour prendre leur proie à revers. Leurs yeux jaunes perçants scrutent avec obsession le moindre faux pas. Un trébuchement, une respiration irrégulière ou le cri d'un louveteau qui s'est éloigné à peine de 2 mètres de sa mère. L'attaque d'un loup gris est rarement une charge frontale aveugle, c'est une manœuvre d'usure. En isolant un individu blessé ou jeune, la meute coopère pour désorienter et épuiser la proie, minimisant ainsi le risque de recevoir un coup de sabot fatal du puissant caribou. Dans cet environnement aux ressources rares, une chasse réussie n'est pas seulement un repas.
C'est la nourriture dont la femelle alpha a besoin pour assurer la sécurité de ses petits dans la tanière. Cependant, la fonte des glaces qui entrave les déplacements des caribous perturbe également leur corridor de chasse. Avec des sols plus boueux et des rivières plus dangereuses, l'effort nécessaire pour capturer une proie augmente considérablement. Mais tandis que le loup compte sur la terre ferme pour tendre son embuscade, le véritable drame de la fonte des glaces se joue en pleine mer, où le prédateur le plus emblématique du Nord est confronté à une crise d'identité provoquée par un océan qui ne gèle plus à l'heure. La traînée de sang et de labeur laissée par les loups à travers la toundra s'interrompt brutalement là où la terre cède la place à l'océan Arctique qui avance. Ici, au bord d'un monde en train de disparaître, la lutte pour la survie se dépouille de son enveloppe et de sa stratégie. Si le loup incarne l'endurance sur Terre, la créature qui émerge maintenant des vapeurs glacées est la personnification de la résilience dans un royaume qui fond sous ses pieds. L'ours polaire, monarque des glaces, est désormais un naufragé dans son propre empire. Pour ce géant à la fourrure translucide et à la peau noire, la banquise n'est pas qu'un simple sol, c'est un support indispensable à sa survie. Toute son existence est consacrée à la chasse aux phoques annelés, une source vitale de graisse qu'il ne peut obtenir que lorsque l'océan est gelé. Cependant, l'horloge biologique de l'Arctique est déréglée. La fonte accélérée a transformé d'immenses territoires de chasse en un labyrinthe de fragments de banquise. L'ours polaire, conçu pour parcourir des kilomètres sur la glace, est désormais contraint de nager plus de 100 km. Bien qu'excellent nageur, l'effort métabolique est immense. Chaque mouvement de bras en eau libre consomme une énergie précieuse qu'il ne peut reconstituer facilement, réduisant ainsi ses chances de succès à la chasse à des niveaux alarmants. L'épreuve est encore plus déchirante pour les mères. Après des mois de jeûne dans leur tanière pour donner naissance à des oursons qui pèsent à peine 700 grammes, elles doivent les guider vers les zones d'alimentation. Mais là où se dressaient autrefois des ponts de glace, il y a désormais des abîmes d'eau glaciale. Une ours doit choisir entre laisser ses petits mourir de faim sur la terre ferme ou les contraindre à une traversée épuisante à laquelle leurs jeunes corps, encore dépourvus d'une couche de graisse suffisante, sont mal préparés. Nombre d'oursons n'arrivent pas au bout de la traversée, succombant à l'hypothermie ou à l'épuisement. Ce roi déchu erre dans un paysage qui se liquéfie, son instinct le poussant à traquer des proies de plus en plus inaccessibles. Mais tandis que l'ours polaire lutte pour survivre à la surface, dans les profondeurs de cet océan en pleine transformation, d'autres géants se préparent à émerger, profitant des nouvelles voies que leur offre la fonte des glaces. L'épuisement de l'ours et la fragilité de ses petits en pleine mer témoignent d'un équilibre qui se rompt brutalement. Tandis que le grand géant blanc perd son territoire, le silence des profondeurs révèle un habitant dont le destin est intimement lié à celui du prédateur, mais dont la destinée commence à diverger dans ce nouvel Arctique liquide. Le phoque barbu, créature insaisissable des profondeurs obscures. Son nom lui vient des vibrisses denses et sensibles qui ornent son museau. De véritables outils de précision pour détecter mollusques et crustacés sur les fonds marins, et qui constituent depuis des millénaires la principale source de nourriture des régions nordiques. Pour un ours polaire, un seul phoque barbu représente un festin de graisse qui peut assurer sa survie pendant des semaines. Cependant, la disparition des banquises modifie l'avantage tactique dans cette lutte ancestrale. Traditionnellement, le phoque barbu dépendait des plaques de glace flottantes pour se reposer et mettre bas, des lieux où il était vulnérable aux embuscades de l'ours polaire. Mais aujourd'hui, avec la fragmentation de la glace et l'augmentation des étendues d'eau libre, l'équilibre penche en faveur du phoque. La raréfaction des banquises prive l'ours polaire des points d'appui nécessaires à ses déplacements furtifs. Le phoque, nageur agile et puissant capable de plonger à plus de 200 mètres de profondeur, trouve en haute mer
un refuge où le prédateur terrestre, aussi bon nageur soit-il, ne peut rivaliser ni en vitesse, ni en agilité. Ce bouleversement du paysage arctique engendre un cruel paradoxe. Si les phoques barbus bénéficient d'un répit temporaire face aux attaques de surface, leur environnement devient plus bruyant et plus dangereux pour d'autres raisons. La glace qui les protégeait autrefois du bruit disparaît, exposant ces animaux non seulement aux prédateurs aquatiques, mais aussi à une nouvelle menace, la cupidité humaine. Malgré son avantage actuel apparent, le phoque barbu demeure un maillon essentiel d'une chaîne de plus en plus fragile. Mais dans ce théâtre de eau glacée, ce ne sont pas seulement les proies qui profitent de ces nouveaux espaces. D'autres prédateurs, dotés d'une intelligence sociale redoutable, entrent en scène pour s'accaparer une part du butin dans un océan dont les frontières ne sont plus de verre. Dans ce jeu d'ombre entre l'ours et le phoque, chaque avantage compte. Si vous appréciez l'incroyable ingénierie de la nature, merci d'aimer cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à explorer les recoins les plus reculés et les plus fragiles de notre planète. L'agilité du phoque barbu en pleine mer est un triomphe d'adaptation, mais l'océan désormais libéré des glaces offre bien plus qu'un simple refuge. Il ouvre aussi ses portes à certains des visiteurs les plus énigmatiques de la planète. Tandis que les phoques plongent pour échapper au harcèlement en surface, des profondeurs de l'Atlantique Nord émerge un voyageur dont les traits semblent tout droit sortis de légendes ancestrales. Le narval, la licorne des mers polaires. Lorsque le soleil d'été finit par percer la banquise et la fissurer, ces cétacés entament une procession solennelle vers les baies de l'Arctique canadien et du Groenland. Empruntant les étroits chenaux qui s'ouvrent dans la glace, appelés passages, les narvals pénètrent dans un labyrinthe cristallin qui leur offre à la fois une protection contre les orques et un accès privilégié à leur zone d'alimentation. Ce qui caractérise le narval, c'est son extraordinaire défense, une dent spiralée pouvant dépasser 3 mètres de long. Loin d'être une simple arme, cet organe est une merveille sensorielle. Il possède des millions de terminaisons nerveuses qui permettent au narval de détecter les variations subtiles de salinité, de température et de pression de l'eau, fonctionnant comme un baromètre biologique qui l'aide à se repérer dans l'obscurité sous la glace. Durant l'été, il utilise cette sensibilité pour localiser les bancs de morues et de flétans arctiques, aspirant ses proies avec une précision chirurgicale depuis les profondeurs abyssales. La vie du narval est une question de timing parfait. Il doit se nourrir intensivement tant que les chenaux restent ouverts, car son pire ennemi n'est pas un prédateur, mais la banquise elle-même si celle-ci se referme inopinément avant qu'il ne puisse regagner le large. L'accélération de la fonte, tout en lui permettant d'accéder plus tôt à de nouveaux territoires, l'expose également à un risque croissant, le bruit du trafic maritime humain. Dans un monde où le son est son principal outil de navigation et de communication, le vrombissement des moteurs des grands navires commerciaux qui sillonnent désormais l'Arctique peut le désorienter, le conduisant à se retrouver piégé dans les glaces ou à abandonner ses routes ancestrales. Le narval, son antenne sensorielle tournée vers l'avenir, est le témoin silencieux de la transformation de son habitat en une autoroute au service des ambitions humaines. Tandis que ces cétacés glissent parmi les fragments d'un monde en ruine, l'ombre de l'industrie plane sur les fonds marins, menaçant de bouleverser à jamais le rythme de cette horloge biologique. La trace du narval nous mène des chenaux glacés aux embouchures des fleuves qui drainent la toundra, où se mêlent eau douce et eau salée. Dans ces courants, qui devraient être glacés et purs, vit un voyageur argenté dont la crise actuelle est le signe le plus alarmant du déséquilibre thermique de la planète. Le saumon arctique, gardien des rivières polaires. Contrairement à ses congénères des latitudes plus basses, ce poisson est un spécialiste du froid extrême, adapté à la migration entre l'océan et les rivières d'eau douce pour se reproduire. Son cycle de vie
est essentielle au transport des nutriments vitaux de la mer jusqu'au cœur du continent, nourrissant ours, loups et même le sol de la toundra. Cependant, l'horloge biologique de l'Arctique est aujourd'hui confrontée à une situation critique. Ces dernières années, la température des rivières nordiques a dépassé les 20 et 1 degré Celsius, un seuil thermique mortel pour cette espèce. Le saumon est un animal poikilotherme. Son métabolisme dépend entièrement de la température extérieure. Lorsque l'eau se réchauffe au-delà de ses limites naturelles, son rythme cardiaque s'emballe, épuisant ses réserves d'énergie avant même qu'il puisse atteindre ses frayères. Dans de nombreux cas, la chaleur agit comme une barrière invisible, provoquant la mort massive de milliers d'individus avant même qu'ils aient pu se reproduire. Cette vulnérabilité du saumon engendre un effet domino dévastateur sur toute la chaîne alimentaire. Sans saumon, les prédateurs que nous suivons, des loups guettant sur les berges aux ours qui dépendent de ce festin estival, sont confrontés à une pénurie calorique qui compromet leur survie durant l'hiver suivant. La hausse des températures ne se contente pas de tuer littéralement les poissons dans leurs rivières. Elle épuise également les réserves biologiques de l'Arctique. Le sort du saumon arctique est le sombre épilogue de notre histoire. Sa lutte sous-marine reflète la pression exercée par l'activité humaine à la surface. À mesure que la glace recule et que l'eau se réchauffe, l'humanité ne considère plus ce territoire vierge avec le respect de ceux qui observent un écosystème sacré, mais avec la cupidité de ceux qui y voient de nouvelles voies d'accès au pétrole, au gaz et au commerce. L'Arctique, dernier bastion de l'hiver éternel, risque de devenir un cimetière industriel si nous ne parvenons pas à enrayer le cours irréversible de cette ère. La chaleur étouffante qui menace les saumons dans les rivières est un phénomène récent dans une région qui, de par sa nature, appartient au froid. Tandis que les eaux se réchauffent, à la surface de la toundra, un survivant de l'ère glaciaire demeure impassible, tel un rocher vivant qui refuse d'abandonner son foyer, aussi hostile que devienne le climat. Le bœuf musqué, gardien préhistorique de l'Arctique. Contrairement aux caribous qui migrent sur des milliers de kilomètres vers le sud, ce colosse de la toundra est un résident permanent. Il a évolué non pas pour fuir, mais pour survivre. Sa stratégie de survie repose sur une armure thermique sans pareille, un pelage à double couche, dont la couche intérieure, appelée kiviut, est 8 fois plus chaude que la laine de mouton et plus fine que le cachemire. Ce revêtement dense lui permet de résister à des températures aussi basses que moins 40 degrés Celsius sans que son métabolisme n'augmente significativement. Leur comportement social est une force en soi. Face à la menace des loups gris patrouillant le désert blanc, les bœufs musqués ne se dispersent pas. Ils forment un cercle défensif imprenable, une phalange de cornes massives et de fronts musclés protégeant les jeunes en son centre. C'est une danse statique de puissance et de cohésion qui a permis à l'espèce de survivre pendant des milliers d'années. Cependant, même ce géant de la résilience fait face à un nouveau danger. Des pluies hivernales exceptionnelles et la fonte des glaces ont créé une couche de glace solide recouvrant la mousse et le lichen, emprisonnant leur nourriture sous une carapace cristalline que leurs sabots ne peuvent briser. Le bœuf musqué, adapté à la neige poudreuse et au froid sec, est désormais pris au piège d'un cycle de famine provoqué par l'instabilité d'un Arctique qui commence à transpirer. La présence du bœuf musqué est le dernier vestige d'un monde disparu, une créature qui a vu défiler des millénaires et qui assiste désormais à l'estompement des frontières de son royaume. Sa résilience est absolue, mais une question demeure dans l'ère glaciale. Sa carapace laineuse pourra-t-elle le protéger d'un changement qui ne provient pas du froid, mais de la transformation même de la planète? L'immobilité du bœuf musqué, ce roc laineux qui persiste dans la toundra, trouve un écho sur le rivage de l'océan, où un autre géant colossal livre un combat similaire contre l'épuisement.
Là où la terre cède aux vagues, la silhouette d'un titan amphibie émerge des profondeurs, cherchant désespérément un lieu où la gravité cesse d'être un fardeau. Le morse, gardien des fonds marins. À l'instar de l'ours polaire et du phoque barbu, le morse est un animal dont la vie est intimement liée à la présence de la banquise. Ces mammifères, qui peuvent peser plus de 1200 kg, sont des plongeurs hors pair. Ils s'aventurent dans les eaux obscures du plateau continental pour y collecter des milliers de palourdes et d'escargots, utilisant leurs vibrisses sensibles, véritables doigts tactiles, pour détecter leur proie dans l'obscurité des fonds marins. Cependant, leur physiologie a ses limites. Après des plongées éprouvantes, les morses dépendent crucialement des plateformes de glace flottantes. Celles-ci leur servent de radeau naturel, leur permettant de se reposer, de digérer et de mettre bas juste au-dessus de leur zone de chasse, sans avoir à parcourir de longues distances à la nage jusqu'au rivage. Mais à mesure que leur rythme biologique s'accélère et que la glace recule vers des eaux beaucoup plus profondes, ces radeaux disparaissent. Cela contraint les morses à un changement de comportement désespéré. Ils se ruent sur la terre ferme. Faute de glace, des milliers d'individus sont contraints de se rassembler sur d'étroites plages de galets. Dans ces rassemblements massifs, le moindre choc, comme le passage d'un avion ou la présence d'un prédateur, peut déclencher une bousculade catastrophique où les petits sont écrasés sous des tonnes de chair adulte. La fonte des glaces les prive non seulement de leur habitat, mais transforme aussi leur instinct social en un piège mortel. Avec ses défenses d'ivoire s'enfonçant dans le sol pour extirper son imposante masse de l'eau, le morse incarne l'épuisement d'un écosystème qui perd son équilibre. Il est le dernier maillon de notre voyage, un rappel qu'en Arctique, lorsque la glace se retire, ce n'est pas seulement le paysage qui disparaît, mais aussi le socle même sur lequel la vie a bâti son histoire pendant des éons. L'Arctique est en pleine mutation et le temps presse. Avant notre dernier échange, activez les notifications. Ainsi, vous serez présent pour chaque nouvelle étape de cette lutte pour la survie. Contribuez à faire entendre la voix du monde entier. L'Arctique, témoin crucial de notre survie, est en train de disparaître. La fonte des glaces efface non seulement ses frontières cristallines, mais fait aussi taire des cœurs ancestraux. Protéger ce sanctuaire immaculé est la dernière quête épique de l'humanité avant la disparition de l'hiver éternel.